c'est le but de l'émission Nota Bene. Oui. Et donc, j'ai beaucoup pris note. Je pensais que vous auriez répondu. Comment s'est constitué les blocs? Alors, bon, tout à l'heure, je vous ai dit comment les blocs se sont constitués. Ouais. Maintenant, la deuxième question, c'est de savoir quelles sont les crises. Parce que vous avez dit les crises qui en découlent. Ouais. Maintenant, après la crise, après la formation des blocs, M. Daouda, des crises ont été éclatées en Europe. Okay. Surtout la première crise de Berlin ou blocus de Berlin, c'était en 1948-1949. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de la première crise de Berlin? Berlin, vous savez, lors de la conférence de Potsdam en 1945, l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation. Et dans ces divisions des 4 zones d'occupation, les Alliés n'arrivent pas à s'entendre, à trouver des solutions adéquates pour gérer l'Allemagne. Maintenant, quand ils ne trouvent pas de solutions, c'est ça, les Occidentaux, à savoir la France, l'Angleterre, les États-Unis, vont fusionner leurs blocs et créer ce qu'on appelle leur monnaie, qu'on appelle le Deutschmark. Maintenant, face à cette situation, Staline était très en colère par rapport à la création de ce monnaie. Alors, Berlin, si on voit Berlin, avant de venir à Berlin-Ouest, il faut passer à Berlin-Est. Alors que Berlin-Est était sous l'influence soviétique. Forcément, pour partir à Berlin-Ouest, il faut passer à Berlin-Est. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand les Occidentaux ont fusionné leurs blocs et créé ce qu'on appelle leur propre monnaie, qu'on appelle le Deutschmark? Staline va réagir. Comment Staline va réagir? Très bien. Comment il va réagir? D'abord, je vous ai dit qu'il va couper tous les axes routiers et ferroviaires qui relient Berlin-Est et Berlin-Ouest. Je vous ai dit tout à l'heure que pour passer à Berlin-Ouest, il faut passer à Berlin-Est. Alors que Berlin-Est, c'est là où se trouve l'influence de l'Union soviétique. Il faut passer l'influence de l'Union soviétique pour atterrir à Berlin-Ouest. Maintenant, Staline va couper tous les axes routiers et ferroviaires qui empêchent les Occidentaux de traverser Berlin-Est pour atterrir ce qu'on appelle à Berlin-Ouest. D'accord. Maintenant, en faisant ça aussi, il va saboter, il va détruire les axes, il va couper les communications. Maintenant, à partir de ce moment, l'Amérique n'a pas les moyens pour forcer la voie terrestre. Maintenant, quelques jours plus tard, les États-Unis, à travers les États-Unis, l'Angleterre et la France, ils vont créer un pont aérien. Ils vont créer le pont aérien. Maintenant, le pont aérien a pour objectif de ravitailler les peuples berlinois de l'Est. Parce que l'espace terrestre, il n'y a plus d'espace terrestre. Donc est bloqué. Maintenant, ils vont créer un pont aérien. Et ce pont aérien permet aux avions de quitter l'Europe pour atterrir directement à Berlin-Ouest. Maintenant, dans ce cas, il y a Daouda, 1000 vols quittent Washington par jour. 1000 vols quittent Washington par jour pour venir à Berlin-Ouest, pour ravitailler les peuples berlinois de l'Ouest. Maintenant, Daouda, face à ces situations, Staline pensait que quand il bloque les axes routiers et ferroviaires, les Occidentaux n'arrivent pas à... ils pensent que les Occidentaux ne trouvent pas de solutions pour atterrir dans le genre. Maintenant, tel n'est pas le cas. Quand il a vu que le pont aérien a été créé, et cela a fonctionné, Staline a décidé d'abandonner ce qu'on appelle les voies qu'il a détruites complètement. Maintenant, quand il l'abandonne, qu'est-ce qui va se passer? Les Occidentaux, à travers les États-Unis, la France et l'Angleterre, vont regrouper dans leur zone et créer ce qu'on appelle la RFA, République fédérale allemande, en 1949. De son côté, l'URSS, Staline répond en créant ce qu'on appelle la RDA, République démocratique allemande. C'est ça ce qu'on appelle la première blocus de Berlin, qui s'est déroulée de 1948 à 1949. Et tout à l'heure, dans votre question, vous avez dit de 1948-1949. Ensuite, vous avez dit de 1950 à 1953. Alors, en 1953, en 1950-53, c'est la guerre en Asie. En Asie, c'est la guerre de Corée. C'est la guerre de Corée qui a éclaté. Maintenant, Daouda, en partant de la guerre de Corée en Asie, c'est à partir de ce moment que la guerre froide a pris une dimension internationale. Parce que j'ai une question là-bas, M. Keita, si vous me permettez. Quelle était, par exemple, quelle était l'issue de la guerre, de l'origine de la guerre de Corée? Alors, oui, l'origine de la guerre de Corée, durant la Seconde Guerre mondiale, Daouda, l'Asie était sous le contrôle des États-Unis et de l'URSS. Maintenant, il faudra attendre en 1948. 1948, les États-Unis et l'URSS décident de quitter l'Asie. Maintenant, quand ils ont décidé de quitter l'Asie,
le nord était sous l'influence soviétique, alors le sud était sous l'influence américaine. Maintenant, après le départ de ces deux superpuissances en Asie, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le 25 juin 1950, le nord coréen envahit le sud et prend la capitale Séoul. Alors que le nord est communiste sous la direction de Kim Il-sung, dirigé par Kim Il-sung, appuyé par l'URSS. Alors, le sud était sous la direction de Sigmundry, appuyé par les États-Unis. Mais moi j'ai une question. J'ai une autre question. Excusez-moi encore, professeur. Bon, c'est normal, je vais payer mon argent. Il faudra que ça soit clair. J'ai une question. J'ai entendu Deng Xiaoping. Vous connaissez Deng Xiaoping? Oui. D'accord. Il était l'empereur de la Chine à l'époque, ou bien? Bon, pas l'empereur de la Chine, parce que le problème qui se pose que Daouda, bon, on risque de mélanger, de ne pas respecter la chronologie. D'accord. Alors, laisse-moi terminer la guerre de Corée. Maintenant, le 25 juin 1950, le nord envahit le sud et prend la capitale Séoul, alors que le sud est appuyé par les États-Unis. Quand les Nord-Coréens ont envahi le sud et prennent la capitale Séoul, qu'est-ce qui va se passer? L'Organisation des Nations Unies a condamné fermement l'envahissement des Nord-Coréens. Maintenant, au-delà de ça, qu'est-ce qui va se passer? Harry Truman va convoquer ce qu'on appelle le Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, Staline a refusé catégoriquement de participer à cette prise de position pour étudier l'envahissement de la Corée du Sud. Quand Staline a refusé, mais le refus fondamental de Staline de participer à cette prise de décision, on peut le comprendre, parce que Staline est l'allié principal de la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord. Maintenant, Truman, avec l'absence d'un droit de veto qui est les soviétiques, Truman a profité de l'absence de l'URSS et fait décoller ce qu'on appelle les casques bleus de l'ONU sous la direction du général Douglas MacArthur. Et général Douglas MacArthur est venu avec les casques bleus pour intervenir. Bon, quand ils interviennent, Douglas MacArthur et les casques bleus ont réussi à faire reculer les Nord-Coréens jusqu'en dépassant la 38e parallèle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en dépassant de la 38e parallèle? Alors, la Chine de l'autre côté se sent menacée quand Mao est venu au pouvoir. Parce que Mao a proclamé la République populaire de Chine. Le 1er octobre 1949, Mao a proclamé la République populaire de Chine. C'est Mao, en tant que pays communiste, qui va envoyer 700 000 hommes volontaires aux Coréens du Nord pour qu'ils puissent aider les Coréens du Nord. Maintenant, vu l'immensité de ces 700 000 hommes volontaires, Douglas MacArthur, qui est à la tête des casques bleus de l'ONU, menace d'utiliser la bombe atomique contre la Corée du Nord. Maintenant, quand il a informé le président Harry Truman en disant qu'il a l'intention d'utiliser la bombe atomique contre la Chine, automatiquement Daouda il a été relevé de ses fonctions, sans explication. Maintenant, pourquoi il a été relevé de ses fonctions sans explication? Parce que tout simplement, à cette période de la guerre de Corée, nous étions dans l'équilibre de la terreur. Nous étions dans l'équilibre de la terreur. Et l'équilibre de la terreur est caractérisé par quoi? L'Amérique a eu le bombe atomique en 1945 et le bombe à hydrogène en 1952. De son côté, l'URSS a eu le bombe atomique en 1949 et le bombe à hydrogène en 1953. Nous étions dans l'équilibre de la terreur. D'accord, je comprends. Je vois que vous êtes en sueur. C'est chaud, hein? Il fait tellement chaud. D'accord, c'est normal. Donc, mesdames et messieurs, Michel Antoinette, c'est juste ces deux points qu'on va poser notre doigt et on va continuer tout juste après.